Donc, nous allons commencer cette séance du séminaire de formation doctorale Histoire des traditions biomédicales, qui accueille cet après-midi d'abord Pierre Pellegrin et ensuite Gilles Pialou. Je dois dire que c'est Claire Crignon, ici présente, qui avait eu l'idée à l'origine de cette réunion sur cette notion générale de querelle sectaire, dont nous allons suivre donc l'existence hier et aujourd'hui, hier dans l'Antiquité, notamment à l'époque hellénistique et aujourd'hui à l'époque contemporaine. Dans un premier temps, c'est Pierre Pellegrin qui va parler. Je crois que ce n'est pas la peine de présenter Pierre Pellegrin, qui est un éminent spécialiste de philosophie ancienne, notamment d'Aristote, mais aussi de la philosophie hellénistique, essentiellement de la biologie, de la logique et de la politique. Il a publié La classification des animaux chez Aristote, qui a été traduit en anglais. Il a publié avec Michel Crubelier Aristote et le philosophe et les savoirs. Il a publié plus récemment L'excellence menacée sur la philosophie politique d'Aristote chez Garnier-Flammarion. Chez Garnier, les classiques Garnier. Et il est en train de publier, il va remettre le manuscrit à la fin du mois, chez le même éditeur, les classiques Garnier, Des animaux dans le monde. Non, au CNRS. Pardon, aux presses du CNRS. Aux presses du CNRS, et le livre va être traduit par Préus, le même traducteur que celui qui avait traduit en fait la classification des animaux. Et le volume va paraître en langue anglaise, donc aux presses de l'Université de New York. Par ailleurs, évidemment, Pierre Pellegrin est aussi un très grand traducteur d'Aristote, des parties des animaux, de l'histoire des animaux, des seconds analytiques, de la physique, de la politique, du Décaëlo, mais aussi des traités logiques de Galien qu'il a publié notamment avec Catherine Dalimier en 1998 en Garnier-Flammarion. Il a écrit de nombreux articles sur la philosophie de la médecine et notamment sur les querelles entre sectes médicales à l'époque hellénistique. Et donc, c'est tout naturellement que nous l'avons invité pour parler devant nous et pour aussi discuter avec Gilles Pialou dans une seconde partie de ce séminaire. Son intervention s'appelle « Secte au pluriel et orthodoxie dans la médecine antique ». Je crois qu'il n'a pas particulièrement de handout, il va utiliser quelques textes. Non. Et je lui laisse la parole tout de suite. Merci beaucoup, Pierre Pellegrin, d'avoir accepté de parler dans ces conditions que nous connaissons bien, mais enfin qui n'en sont pas moins un peu pénibles, de Zoom. Non, mais c'est marrant, en fait. Je n'ai pas l'habitude, donc voilà. Bon, écoutez, alors, je vais essayer de vous donner certains résultats très, très récents auxquels je suis parvenu sur les sectes médicales dans l'Antiquité. Parce que pour ce qui est de ce que je pensais avant, vous pouvez vous référer à ce qui a été publié. Est-ce que quand on montre un livre, vous le voyez à l'envers ou pas? Non. On le voit comme il faut, merci. On le voit comme il faut. Voilà, cet excellent livre édité par David et Claire, dans cet excellent livre, j'ai essayé de faire un point sur ce que je pensais des sectes médicales dans l'Antiquité, mais je vais prendre une autre voie aujourd'hui. Alors, je commencerai par dire que la médecine antique a connu un développement, disons, parallèle, ou comparable plutôt, à celui de la philosophie, pas parallèle parce que la médecine a toujours un temps de retard. La phase proprement scolaire de la philosophie, c'est-à-dire la phase des écoles de philosophie, je parle de philosophie, a été précédée par ce que j'appellerais une phase des centres, c'est-à-dire que des gens se regroupent autour d'un philosophe à un endroit donné. On parle alors des gens autour d'Empédocle, péri avec l'accusatif, péri empédocléa. Et il faut noter d'ailleurs que toutes ces écoles se constituent à la périphérie du monde grec. C'est soit en Sicile, soit sur la côte actuellement turque. Et je résiste à la tentation de vous faire un exposé sur le fait, auquel je tiens beaucoup, que quand une civilisation commence à privilégier strictement ses nationaux, c'est qu'elle est en déclin. N'est-ce pas? Je veux dire, les civilisations qui sont en expansion, elles privilégient les marges et les étrangers. C'est une autre chose. Alors, au moins une de ces proto-écoles a eu une coloration mystique,
c'est l'école des pythagoriciens. Mais les vraies écoles, vraies entre guillemets, ajoutent à cela, c'est-à-dire d'être autour d'un père spirituel, trois caractéristiques, trois facteurs. D'abord, une organisation institutionnelle forte qui fait que dans les écoles philosophiques, très souvent, les gens vivent en commun. Ensuite, il y a un attachement oedipien extrêmement fort à la personne du fondateur qui est allé jusqu'à l'héroïsation de ce fondateur et même la divinisation de ce fondateur après sa mort, la célébration de l'anniversaire de sa naissance et de sa mort. Et troisièmement, une obligation de défendre la doctrine du maître contre les autres. La première école qui a rempli toutes ces conditions, c'est le lycée d'Aristote. Pourquoi? Parce que l'Académie de Platon n'a jamais imposé, semble-t-il, d'orthodoxie à ses membres. Je pense que Platon avait une aura suffisante, un charisme suffisant pour agréger les gens sans leur demander de partager une doctrine. Donc, chaque proto-école ou chaque école, et proto-école, c'est par exemple les Empédocléens, et école, c'est par exemple le lycée d'Aristote. Chaque proto-école et chaque école est porteuse d'une orthodoxie. Mais élément au moins aussi important, aucune école philosophique n'a jamais exercé une autorité absolue sur la scène théorique ou disons intellectuelle plutôt grecque. Même le stoïcisme, qui a été tellement fameux à Rome, n'est-ce pas, ne s'est jamais imposé totalement. Puis en plus, il s'agit des Romains, et les Romains sont les Romains. Et évidemment, cela jusqu'au christianisme, jusqu'à ce que le christianisme mette tout le monde d'accord en devenant la pensée unique et obligatoire. Certes, il faut bien comprendre ça, certes, c'est facile d'ailleurs, certes, un aristotélicien et un stoïcien pensent que lui et lui seul a raison et que les autres sont dans l'erreur, qu'ils ne possèdent pas la vraie philosophie, mais la vie intellectuelle de la cité, dans la vie intellectuelle de la cité, cette pluralité, on pourrait dire ce pluralisme, c'est encore mieux, est assumé et considéré à la fois comme normal et comme fécond. Une éducation réussie, il n'y a qu'à prendre l'exemple du petit Galien, c'est celle d'un enfant qui va se frotter à tous les courants de pensée. Le père de Galien l'avait fait fréquenter les 4 écoles qui étaient alors sur le marché, les platoniciens, les aristotéliciens, les stoïciens et les épicuriens. Le christianisme, au contraire, vivra cette diversité. Dieu sait si elle était grande. Il faut que vous consultiez là-dessus le volume de l'encyclopédie Migne sur les hérésies, n'est-ce pas, les donatistes, les ariens, les monophysistes, etc. Le christianisme considère cette diversité comme un scandale auquel il convient de mettre fin, y compris et surtout par la force. C'est ce pluralisme philosophique qui a, dès le IVe siècle, été incarné dans l'institution des écoles philosophiques, et il en a été de même pour la médecine. Donc, je vais développer 2 thèses. D'abord, que cette pluralité, qui a eu comme effet principal d'empêcher l'installation d'une orthodoxie médicale, a permis un développement exceptionnel de la théorie et de la pratique médicale, qui prendra fin avec l'imposition d'une doctrine dominante. Je pense que c'est celle des humeurs galéniques, qui paralysera la médecine jusqu'à l'époque moderne, en tout cas jusqu'à Molière. Ensuite, deuxième thèse, que ceux qui ont complètement installé cette réalité scolaire de la médecine, à savoir les empiriques, non seulement ont fait franchir à la médecine et à la science en général, ou fait effectuer à la médecine et à la science en général un pas de géant, mais ils sont à l'origine de ce que je pense aujourd'hui être une véritable pensée médicale et plus précisément une pensée clinique. Alors revenons un peu en arrière. Ce que l'on a appelé la médecine hippocratique est une entité un peu fantomatique constituée sous l'égide de la figure tutélaire d'Hippocrate qui tenait école ou proto-école dans l'île de Kos en face de la côte d'Asie mineure. Hippocrate appartenait, vous le savez, à une lignée médicale, puis son grand-père, son père, son fils, son petit-fils, son gendre étaient tous médecins. Il semble, ça c'est un point très, très important, qu'il était le premier à enseigner la médecine contre salaire, étape cruciale dans la laïcisation de la médecine. Bien que les gens de Kos autour d'Hippocrate se soient distingués des médecins
les autres centres, par exemple de ceux de CNID, ils n'offrent pas une doctrine médicale unique. L'orthodoxie, c'est important, ce n'est alors pas doctrinal, mais c'est une affaire d'affiliation quasi familiale. Vous savez, les médecins d'aujourd'hui prêtent encore le serment d'Hippocrate, je crois, mais on ne leur fait pas prêter le serment sur le texte original, car le texte original dit « Je mettrai mon maître de médecine au même rang que les auteurs de mes jours », c'est-à-dire qu'on s'intègre dans une quasi-famille. Un tournant est pris avec Hérophile de Chalcédoine. Hérophile est un homme très important. Il a pratiqué et enseigné la médecine à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il est typique de ce que j'appelle une proto-école. Il a été un très grand anatomiste. Il a fini de distinguer la différence entre veine et artère. Il a fait une sorte de géographie des ventricules du cerveau qui a été dépassée pratiquement jusqu'à Broca. Il a été un fin connaisseur de l'appareil génital féminin, notamment il a disséqué l'utérus de beaucoup de femmes, mais il a caractérisé et décrit les trompes de Fallope. Il a très bien disséqué l'œil en distinguant les différentes parties. Il a pratiqué beaucoup de dissections et on dit aussi qu'il a pratiqué des vivisections humaines, puisque les rois Ptolémée lui fournissaient, paraît-il, enfin c'est Cels qui dit ça, des condamnés à mort pour qu'il les ouvre. En fait, ce n'est pas sûr. Dans son livre de référence sur Hérophile, Heinrich von Staden montre que malgré des divergences importantes de contenu avec Aristote, eh bien, Hérophile est fondamentalement, enfin la forme de la doctrine médicale d'Hérophile est aristotélicienne. Les différences, ça veut dire qu'il abandonne le cardiocentrisme aristotélicien et, chose encore plus importante, il donne au système nerveux la place qu'Aristote doit attribuer au système vasculaire dans le fonctionnement du vivant. C'est-à-dire le vivant, chez Aristote, s'organise autour du système vasculaire, c'est le sang qui, en s'agglomérant, fait les organes, etc. Et comme Cuvier, Hérophile pense que c'est autour du système nerveux que s'organise le vivant. Il est aristotélicien car, à partir d'observations empiriques, il recherche des causes. Il faut ajouter un point très important que je vais reprendre tout à l'heure, c'est que alors que les médecins hippocratiques sont avant tout des médecins, c'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent au fonctionnement du corps que pour saisir les dysfonctionnements de ce corps, Hérophile, comme Aristote, est un biologiste qui tente de comprendre comment fonctionne le vivant, notamment le vivant humain, mais le vivant en général. On retrouvera cet aspect chez Galien et ses nombreuses vivisections d'animaux, notamment de singes. Aristote soutient que les fonctionnements normaux et pathologiques relèvent des mêmes lois, et Hérophile aussi. Ceci est un problème très important que je vais reprendre tout à l'heure. La difficulté principale, selon moi, qu'ont rencontré Hérophile et consorts, c'est précisément l'établissement d'une relation entre biologie et médecine. D'une part, les connaissances anatomiques engrangées par Hérophile ne servent à rien en biologie. Qu'est-ce que vous voulez faire d'une description si minutieuse soit-elle des trompes de Fallope quand vous ignorez ce qu'est l'ovulation, ce qu'est un ovule, ce qu'est un spermatozoïde? Qu'est-ce que vous voulez faire de l'anatomie du cerveau telle qu'elle est faite par Hérophile? Rien du tout. D'autre part, les explications aristotélisantes du fonctionnement du corps vivant n'ont aucun effet thérapeutique. Et le médecin Hérophile est obligé d'en revenir aux vieilles recettes hippocratiques, elles-mêmes souvent issues de la sagesse populaire. Or, l'un des événements qui a marqué l'histoire des écoles philosophiques, c'est la dissidence. Du fait, et ça ne se passe jamais bien la dissidence, du fait de l'intensité de l'investissement oedipien dans l'école, cette dissidence est souvent violente. Un disciple se met à quitter l'école, et ça peut, pour aller jusqu'à fonder une école concurrente. Il s'expose ainsi à la vindicte, à la haine même de ses anciens condisciples. Lisez dans Lucien de Samosate les sectes à l'encan, vous verrez. Il en est allé de même en médecine. Ainsi, c'est un hérophilien dissident, Philinos de Cos, qui fonde la secte empirique. Le terme secte, qui s'applique aussi aux écoles philosophiques, n'est pas péjoratif.
il traduit airesis, qui a donné hérésie, qui vient de aireo, qui veut dire choisir. Ça veut dire qu'on choisit une doctrine. On dit généralement que c'est sous l'influence de la philosophie sceptique, et c'est sans doute vrai, et moi-même, j'ai soutenu cela. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a aussi chez Philinos une véritable motivation médicale, et pour le voir, nous allons considérer quelques instants les positions fondamentales de l'empirisme. Philinos ne relie ne relie les symptômes de la maladie, des maladies à aucune des causes, qu'à des causes apparentes. Par exemple, les empiriques disent les causes immédiates. Ah, mais ça. Par exemple, si je donne à quelqu'un un coup de massue sur la tête, eh bien, ce coup de massue est la cause immédiate du traumatisme crânien qui s'ensuit. Mais il n'y a pas moyen de dire, comme le font les dogmatiques, je vais vous dire ce que c'est tout de suite, que la fièvre est causée par l'obstruction des vaisseaux sanguins par des particules invisibles. Du même coup, Philinos constitue la secte à laquelle il s'oppose, la secte dogmatique ou logique. Elle est constituée des gens qui pensent que le médecin peut attribuer des causes cachées aux symptômes. Ces gens sont appelés, mais ne se sont jamais appelés eux-mêmes, dogmatiques, qui là aussi n'est pas un terme péjoratif. Ce sont des gens qui soutiennent des dogmata, c'est-à-dire des opinions. Ce qui caractérise le dogmatisme, donc, je répète, c'est l'inférence, l'endexis, de causes cachées à partir de symptômes évidents. Il y a la fièvre, j'en infère que les vaisseaux du patient sont obstrués par des particules. Donc, ce dont les empiriques se méfient, c'est ni plus ni moins que des procédures logiques, c'est-à-dire finalement du raisonnement. Les trois procédures admises par les médecins empiriques sont, vous le savez bien, l'autopsie, qui n'a pas le sens moderne, mais qui veut dire la constatation par soi-même, auto et puis opsie. Deuxièmement, l'historia, c'est-à-dire le recours aux autopsies des autres médecins, aux observations des autres médecins. Et enfin, le passage du semblable au semblable, c'est-à-dire que quand un remède pour un ulcère, je sais pas, a fonctionné pour le bras, on en infère qu'il peut fonctionner aussi pour la jambe. Mais ce n'est pas cela qui est bien connu dont je veux parler. Et vous avez qu'à voir là mon recueil sur Galien que David a cité tout à l'heure. J'essaye d'introduire les livres de Galien sur les différentes sectes. Attendez, je vais tenir mon téléphone parce qu'il va sonner. Voilà. Je veux partir d'une affirmation des méthodistes, troisième grande secte médicale qui a beaucoup de points communs avec l'empirisme, notamment le refus du dogmatisme. Affirmation selon laquelle on pouvait apprendre la médecine en 6 mois. Évidemment, ça a fait scandale, parce qu'il faut rappeler que la formation des médecins hippocratiques supposait de longues années passées dans une communauté aux exigences très contraignantes. Mais pour les méthodistes comme pour les empiriques, la médecine n'est pas une épistémée, n'est pas une science, elle n'est même pas une technique, elle n'est même pas une techné. C'est une empirie qui a établi ces procédures, notamment ces remèdes par l'accumulation de trouvailles. Vous voyez, si pour citer Galien, dans son livre sur les sectes, il dit, les empiriques disent que l'art médical s'est constitué de la manière suivante. Comme ils avaient remarqué de nombreuses affections affligeant les hommes, les unes venant par hasard aussi bien chez ceux qui sont malades que ceux qui sont bien portants, etc., et que pour d'autres, la cause est manifeste, etc. C'est-à-dire que la médecine s'est constituée par des observations et des trouvailles et une accumulation d'observations et de trouvailles fortuites. À cela, les spécialistes, y compris parfois moi-même, comme je l'ai dit, ont attribué des causes épistémologiques. La philosophie grecque de l'époque est en effet traversée par un fort, d'ailleurs pas de l'époque, depuis toujours, était traversée par un courant sceptique qui remet en cause jusqu'à la possibilité de la connaissance vraie. Même si des prodromes d'un tel mouvement pouvaient se repérer bien avant lui, et Aristote les mentionne dans l'Evgama de la métaphysique, c'est bien avec Pyrrhon d'Hélice, qui vécut une génération après Aristote, que ce mouvement prit vraiment son essor. Concurremment avec le pyrrhonisme, se développe, vous le savez aussi bien que moi, une deuxième
forme de scepticisme avec la nouvelle académie d'Arcésilas et de Carnéade. Pour illustrer la différence des deux courants sceptiques, par un exemple, je vous dirais que les néo-académiciens diront qu'il nous est impossible de savoir si les dieux existent. C'est ce qu'on appelle un dogmatisme négatif, c'est-à-dire qu'ils assènent une thèse. Ils disent, étant donné ce que nous sommes, étant donné nos facultés cognitives, nous ne pouvons pas savoir si les dieux existent. Alors que les pyrrhoniens diront que comme il y a autant de chances pour que les dieux existent que de chances qu'ils n'existent pas, eh bien nous devons réserver, suspendre, ils disent, épékein, notre jugement à leur égard. Donc, et je vais faire une remarque pour me faire pardonner de n'avoir pas parlé beaucoup plus de la secte, de n'avoir parlé, pardon, que de la secte empirique et pas beaucoup de la secte méthodiste, qui est apparue au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est-à-dire entre le 1er siècle avant, à vrai dire, et le 1er siècle après, c'est-à-dire au moins 2 siècles après les empiriques. On ne sait pas qui l'a fondée, peut-être Thémison, peut-être Thessalos. Bon. C'est en fait une secte romaine qui a été très fameuse. Le médecin de Cicéron était méthodiste et furieusement critiqué. Il faut se méfier parce que nos sources sur les méthodistes, c'est Galien avant tout. Et Galien et les méthodistes pour des raisons très mauvaises. C'est parce qu'il est en concurrence avec eux auprès de l'aristocratie romaine. Et donc, on en a une image extrêmement négative. D'après Sextus Empiricus, notre principale source pour le pyrrhonisme sextien, pour le scepticisme pyrrhonien, décidément, les empiriques sont plus près de la Nouvelle Académie et les méthodistes du pyrrhonisme. Autrement dit, les méthodistes sont les plus sceptiques des sceptiques. Donc, je ne nie pas qu'avec ces deux sectes, nous ayons une transposition en médecine du courant sceptique. Mais je crois maintenant que les empiriques sont aussi et avant tout un mouvement de retour à la médecine, qui est l'art de guérir des malades contre les excès de la biologie médicale qui avait prévalu avec les Alexandrins comme Hérophile et Érasistrate. Philinos, le fondateur de l'empirisme, a certainement été sensible au fait que les spéculations physiologiques de ses prédécesseurs n'avaient aucun effet sur la prise en charge des malades et que les médecins, comme je l'ai dit, étaient contraints de se replier sur des pratiques populaires éprouvées. Quant aux connaissances anatomiques, qui avaient fait un progrès spectaculaire avec Hérophile et consorts, elles ne sont guère plus efficaces pour soigner, je dis bien pour soigner, que la palpation extérieure des corps, comme l'avait déjà dit d'ailleurs Aristote. Philinos a donc déclaré l'anatomie inutile, provoquant le scandale. D'ailleurs, l'anatomie humaine a été abandonnée dès après les Alexandrins, et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas exactement pourquoi. Oui, je ne sais pas pourquoi. Après Philinos et Érasistrate. Je crois aussi que Philinos a reconnu le caractère fantastique des explications causales proposées par le dogmatique parce qu'elles sont fantastiques, parce qu'elles ne sont pas soumises à vérification ou falsification expérimentale. Il propose donc une médecine de niveau avec les connaissances de son temps, ce qui fait de lui un héros de la raison. Dans mon exposé dans le livre publié par Claire et David, j'avais fait appel à la loi des 3 états d'Auguste Comte. Bon, certes, c'est un peu une loi caricaturale et approximative, mais elle est éclairante pour nous. Vous savez, Comte rassemble dans l'état théologique toutes les explications magico-religieuses. L'état métaphysique, il appelle aussi ça l'état abstrait, est caractéristique de la philosophie et de la science grecque. Hors mathématiques pure et appliquée, astronomie harmonique. Une pensée métaphysique est fortement rationnelle, à l'inverse d'une pensée théologique, mais en quelque sorte achevée, close. Le meilleur exemple en est Aristote. Bien que je m'apprête à publier le livre qu'a indiqué David pour montrer que ce n'est que partiellement vrai, qu'Aristote est largement positif d'une certaine manière en biologie. Mais en tout cas, Aristote, le plus grand des philosophes grecs, quoi qu'en disent les platoniciens, n'est-ce pas? Avec ses principes, Aristote explique tout, de l'existence de Dieu au fonctionnement des branchies des poissons. Un médecin dogmatique peut expliquer tout état morbide, mais aussi tout état sain, à partir de ces principes. Si l'état en question ne se trouve pas expliqué par la théorie morale, par exemple, c'est simplement que cette théorie a été mal mise en œuvre par un médecin malhabile.
Mais cet état morbido-sain est explicable par cette théorie. Le médecin dogmatique a donc toujours raison. Dans l'état métaphysique, on a une explication à tout, on explique tout, on a toujours raison. Dans l'état théologique, les dieux, la nature sont tout puissants. Dans la pensée métaphysique, c'est la raison humaine qui est toute puissante. Ensuite viendra l'état positif ou scientifique. Les médecins scientifiques, les médecins empiriques, excusez-moi, et sans doute eux seuls dans l'Antiquité, et pour tout le Moyen-Âge en fait, ont reconnu les limites de la raison. Et de fait, avec les connaissances de son époque, l'anatomie ne sert thérapeutiquement à rien à Philinos. Donc il a raison de dire que l'anatomie ne sert à rien, parce qu'il ne parle pas en biologiste, il parle en médecin. À partir de là, je ferai deux remarques. D'abord, cet état n'est pas figé. Il y a eu parmi les spécialistes une querelle pour savoir si tous les empiriques avaient la même attitude par rapport à la raison et au raisonnement, ou si certains rejetaient, c'est-à-dire si certains rejetaient toute procédure logique alors que d'autres en acceptaient certaines. Eh bien, je crois qu'il y a eu des divergences, que ainsi le deuxième grand nom de l'école, qui est Héraclite de Tarente, au 1er siècle avant Jésus-Christ, accepte certaines inférences qui reposent sur des données obvies. Par exemple, il accepte l'idée que la sueur indique la présence de pores de la peau, même si on ne les voit pas. Karl Graeber, qui en 1930 a publié tous les fragments des médecins empiriques, a soutenu que l'empirisme était une doctrine incapable de progrès. Eh bien, c'est faux. On le voit dans la notion de théorème introduit par les empiriques. Je lis dans l'esquisse empirique. Un théorème est la connaissance d'une chose qu'on a vue un certain nombre de fois, en même temps que la faculté de distinguer l'événement qui est contraire. Donc, les observations répétées et codifiées débouchent sur une véritable pensée empirique qui progresse. Ça rappelle un peu, si vous voulez, les tables de Francis Bacon. Ensuite, les empiriques ont donné naissance à un véritable mouvement qui a duré jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'un de mes médecins préférés, Jean-Baptiste Morgagni, qui est mort à Padoue en 1771, a été un véritable empirique. C'est lui que le pape a essayé de faire assassiner, je ne sais plus pourquoi. Vous connaissez cette histoire, non? C'est un spadassin essaye de le poignarder dans un endroit à Venise et le monk, il s'en remet et il dit « Ricognosco lo stile de la curia romana ». Je reconnais le style et le poignard de la curie romaine. Oui. J'aime beaucoup cet homme. Il a publié en 1761, c'est-à-dire quand il était encore plus vieux que moi, 79 ans, son Decedibus et Causis Morborum per Anatomem Indagatis, traduit en français dès 65, comme recherche anatomique sur le siège et les causes des maladies. C'est un livre en 3 volumes, j'ai que le premier là. C'est un livre composé de 70 lettres anatomico-médicales et c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est extraordinaire. Et c'est un vrai empiriste, c'est-à-dire qu'il accumule les observations. Lisez par exemple les quelques lettres sur les apoplexies qui sont extraordinaires. Et alors, il y a là une ironie de l'histoire, puisque j'estime qu'il est un empiriste, alors qu'il était un très grand anatomiste. Il est le fondateur de l'anatomopathologie moderne. Je pense que M. Pialou est trop jeune pour avoir connu ça, mais dans le temps, quand les étudiants de médecine descendaient dans leur salle de dissection, ils disaient « je vais chez Morgagni ». Je pense que ça ne se dit plus maintenant. Ouais, je suis en trop tout cas, jeune. c'est… Comment? Ça se dit encore? Je suis trop jeune, ça m'arrive pas souvent de le dire. Non, je pense que vous n'avez pas connu qu'on disait « je vais chez Morgagni » quand on… Non, je ne pense pas. Et donc, ces lettres exposent de véritables théorèmes empiriques, des tables de présence, d'absence, de coïncidence entre symptômes, état sain et remèdes, etc. Faisons un pas de plus, et après j'aurai fini. Quand les médecins, mais aussi avant eux les naturalistes comme Aristote, ont soumis les états sains et pathologiques aux mêmes lois, cela a été un grand progrès. Par exemple, sur la médecine magico-religieuse, qui voyait dans les maladies des possessions
divine, voire le traité hippocratique, la maladie sacrée. Bon, la maladie sacrée, évidemment, propose une étiologie de la maladie sacrée qui est l'épilepsie, totalement fantaisiste, c'est-à-dire c'est une rétention d'air dans le cerveau, etc. Donc, dans cette perspective, si ce sont les mêmes causes qui expliquent les états sains et les états pathologiques, le médecin doit alors être d'abord biologiste. L'état sain fournit la clé pour comprendre l'état pathologique. Pour parler en termes modernes, la clinique dépend alors de l'anatomophysiologie. Mais les empiriques ont ouvert la voie à une véritable pensée clinique, dont je vais dire deux mots en évoquant deux noms. D'abord, celui de Claude Bernard. Je vous conseille vivement la lecture de ses leçons sur le diabète et la glucogénèse animale, publiées en 1877. Bon. Oh, je n'ai pas besoin de citer le texte, je vous avais gardé un texte. C'est le diabète qui a mis en évidence la glycosurie, c'est-à-dire la présence de glucose dans les urines. C'est-à-dire que dans ce cas-là, c'est l'état pathologique qui fournit la clé pour comprendre l'état sain. En un sens, l'état sain est un état pathologique non développé. Et surtout, je citerai, pour finir, où est son livre? Ah oui. Mon regretté maître Georges Canguilhem, et qui est allé beaucoup plus loin. Il faut lire encore aujourd'hui sa thèse de médecine, c'est-à-dire qui s'appelle « Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique », qu'il a publié en 1943. Je vais vous en lire deux très courts passages. En résumé, la distinction de la physiologie et de la pathologie n'a et ne peut avoir qu'une portée clinique. C'est la raison pour laquelle nous proposons, nous, c'est lui Canguilhem, contrairement à toutes les habitudes médicales actuelles, qu'il est médicalement incorrect de parler d'organes malades, de tissus malades, de cellules malades. La maladie est un comportement de valeur négative pour un vivant individuel concret en relation d'activité polarisée avec son milieu. Que veut dire Canguilhem? Que c'est un vivant individuel qui est malade et non un poumon. Il remarque que la médecine tente à situer la maladie dans des réalités de plus en plus fines. L'organe avec Morgagni, le tissu avec Bichat, la cellule avec Virchow, aujourd'hui le gène, etc. Mais, comme il le dit, je le recite, en matière de pathologie, le premier mot historiquement parlant et le dernier mot logiquement parlant revient à la clinique. Or, la clinique n'est pas une science, ne sera jamais une science, alors même qu'elle usera de moyens à efficacité toujours plus scientifiquement garantis. La clinique ne se sépare pas de la thérapeutique, et la thérapeutique est une technique d'instauration ou de restauration du normal, dont la fin, savoir la satisfaction subjective d'une norme, est instaurée, échappe à la juridiction du savoir objectif. On ne dicte pas scientifiquement des normes à la vie. Voilà, à mon avis, l'héritage, si vous voulez, des empiriques de l'Antiquité, c'est-à-dire une véritable pensée de la clinique qui s'éloigne de la pensée biologique et qui refuse, en tout cas, qui ne prétend pas être une science. Donc, en conclusion, le médecin empirique a lui aussi toujours raison, mais c'est parce qu'il n'a jamais deux raisons de penser ce qu'il pense. Il n'a pas plus de raisons de penser A que non A. Du coup, la notion d'orthodoxie disparaît. Elle réapparaîtra après Galien pour durer, comme je le disais tout à l'heure, au moins jusqu'à Molière. Si je m'adressais à des spécialistes d'histoire de la médecine antique, et si j'en avais le temps, je montrerais que le dogmatisme après Galien a infecté même les sectes sceptiques. Ainsi, le gynécologue méthodiste Soranos d'Éphèse, un peu antérieur à Galien, a pris ses distances avec le scepticisme. Et Caelius Aurelianus, qui au 5e siècle suit de très près Soranos, n'est plus sceptique du tout. Ainsi, il reprend la distinction établie par, je crois, Arrêté de Cappadoce entre affection aiguë et affection chronique. Donc, toute l'histoire de la médecine pourrait, selon moi, se décrire comme une tentative toujours recommencée de faire de la médecine
une simple province de la physiologie et une tentative toujours recommencée d'affirmer l'autonomie d'une pensée clinique vis-à-vis de l'anatomophysiologie. Et cela, nous le devons aux empiriques. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup, Pierre Pellegrin, pour cette brève et incisive communication. Vous trouvez que c'est trop bref? Non, non, non. Enfin, vous avez tenu le temps que nous vous demandions, c'est-à-dire une quarantaine de minutes, je crois. Je crois qu'on a très bien compris ce que vous vouliez dire en même temps. Donc, c'est suffisant. On peut maintenant discuter un petit peu de votre exposé, notamment avec Gilles Pialou, mais de manière plus générale. Avez-vous des questions à poser à Pierre Pellegrin? Un peu spécialisé, je reconnais mon exposé. Bon. Moi, j'avais une question de béotien, comme vous avez pu le voir. De quoi? De béotien, enfin de novice, comme vous avez pouvoir vous en apercevoir tout à l'heure. Mais je n'ai pas compris comment, parce que ça, j'ai lu un peu, bien sûr, le livre que vous avez traduit sur Galien, un peu. Oui. Mais pourquoi Galien aurait expliqué pourquoi il était en conflit avec les méthodistes? Vous êtes passé assez vite sur ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que c'est parce que ça gênait sa propre philosophie des sciences ou c'est le rapport au pouvoir? Enfin, je n'ai pas bien compris parce que c'est un sujet très, très contemporain. C'est parce que ça gênait sa carrière. Galien est un type épouvantable. C'est un type non seulement bavard, mais orgueilleux, intéressé par le pouvoir, l'argent, intrigant, etc. Cela dit, c'est un grand médecin quand même. Et nous avons la malchance d'avoir ses œuvres complètes, alors qu'on a perdu les œuvres complètes de gens comme Hérophile, Érasistrate, etc. Bon. Donc, je pense qu'à Rome, puisqu'il a surtout exercé à Rome, Galien, il est né à Pergame, mais il a exercé à Rome, il a essayé de s'introduire, il a réussi d'ailleurs à s'introduire dans les cercles dirigeants romains. Il a d'abord été, vous le savez sans doute, médecin de gladiateurs, hein, ce qui lui a donné d'ailleurs beaucoup de savoir sur l'anatomie, parce que les gladiateurs arrivaient dans un état de quasi-dissection quand ils s'étaient battus. Et donc, il s'est trouvé en concurrence directe avec des méthodistes qui étaient déjà fermement établis dans l'aristocratie romaine. Et donc, je pense que c'est avant tout une affaire sociale. Il est beaucoup moins sévère avec les empiriques parce que de toute façon, il n'était pas en concurrence avec eux. C'était déjà une vieille école, je pense. Enfin, c'est peut-être méchant de faire un procès d'intention comme ça, Galien, mais je crois qu'il y a de ça, parce que sa critique est tellement acerbe et de mauvaise foi que, vous savez, il a fallu attendre le XVIe siècle avec Prosper Alpinus, et puis le XVIIe avec le fameux historien de la médecine Leclerc, pour réhabiliter le méthodisme. Le méthodisme, je ne voulais pas en parler aujourd'hui parce que j'ai qu'une demi-heure, c'est une doctrine très très subtile. Mais voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut être méchant avec Galien et dire que c'est pour de mauvaises raisons. Merci Pierre Pellegrin. Catherine Darbo, une question? Oui. Pierre, tu as dit que... Oh, j'entends rien. Attends. C'est bon là? Oui, ça va, vas-y. Tu as dit qu'un grand tournant s'est produit quand on a appliqué les mêmes lois, les mêmes causes oui. Pour les états pathologiques et les états normaux, que ce sont les états, somme toute, pathologiques qui révèlent la normalité. Oh là là, j'entends rien. Pourtant la question du parafucine et du catafucine, oui. elle est là depuis très longtemps. C'est-à-dire oui. qu'on va réfléchir sur le parafucine comme moyen d'accéder au catafucine, etc. Qu'est-ce qui t'amène à dire qu'il y a un moment où vraiment le pathologique devient un moyen d'explication du normal? Je crois que j'ai compris.
Alors, d'abord, le parafucine, dans l'Antiquité, chez Aristote, par exemple, il n'échappe pas à ce que nous appelons, nous, ce qu'Aristote n'appelle pas d'ailleurs, les lois de la nature. C'est-à-dire, il n'y a pas, euh, quand, quand quelque chose se produit parafucine, ça ne veut pas dire que ça viole les lois de la nature. Et ça, c'est très important en biologie pour Aristote, parce que Aristote est vitaliste, mais il n'est pas un vitaliste de l'exception, comme disait Canguilhem. Bichat, par exemple, est un vitaliste de l'exception. Il pense que les phénomènes vitaux obéissent à des lois différentes des lois physico-chimiques auxquelles obéissent les objets inertes. Bichat est un vitaliste de l'exception. Aristote, non. Il pense que les causes matérielles et efficientes s'appliquent à tout, y compris le parafucine. Et donc, comme il le dit très bien dans les Parva Naturalia, un bon médecin sera d'abord un physicien parce que le pathologique, d'ailleurs pathologique et parafucine, ce n'est pas tout à fait pareil, mais peu importe. Hein, oui, peu importe, c'est un truc qui est très important, ça, mais je n'ai pas le temps. Le parafucine, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, le médecin sera d'abord un physicien parce qu'il faut qu'il connaisse les lois de la nature, ce qui arrive toujours la plupart du temps pour comprendre ce qui est un accro à la nature. Je ne pense pas qu'on puisse soutenir que le parafucine, pour les Grecs, et en tout cas pour Aristote, soit un antiphysique. Ça rentre dans les lois de la nature. Et je crois que quand on lit les gens comme, enfin pour ce qu'on en a, Hérophile, Galien, tout ça, on voit que pour eux, le sain et le pathologique dépendent des mêmes lois. Ce sont des biologistes, ces gens-là. Alors qu'évidemment, les médecins, comme les empiriques, ou bien Morgagni, ou bien Claude Bernard, qui était un mauvais médecin, vous savez, il a échoué plusieurs fois au doctorat, et même au baccalauréat d'ailleurs, pensent que le pathologique a une sorte de cohérence en soi. Et la preuve, c'est qu'il nous décèle des aspects que nous ne verrions pas du sain. Et ça, je crois que c'est une étape importante. Et ça, Canguilhem l'a bien vu. Le pathologique, c'est une voie d'accès au normal, autant que le normal au pathologique. Et l'idée de Canguilhem, c'est que la clinique, n'étant pas une science, quand il dit on ne doit pas parler d'organes malades, tout est là. Je veux dire, la maladie, ce n'est pas un caractère ou un ensemble de propriétés qui peut s'analyser selon des lois. C'est un état d'un sujet. Et Canguilhem est médecin, il n'est pas biologiste. C'est tout ce que je peux répondre en gros. Ça ne te convainc pas trop? Si. Merci Pierre Pellegrin. Claire Crignon, je crois, avait une question juste après. Merci. Catherine, tu as encore une question parce que tu as levé ta main, comme on dit. Pardon, j'enlève ma main. Vas-y. Oui. Claire Crignon. Merci beaucoup Pierre pour votre exposé. En fait, j'aurais voulu que vous reveniez, si possible, sur le sens qu'a le terme de secte pendant l'Antiquité. Peut-être c'est un point important à préciser pour qu'on puisse ensuite faire le lien avec ce que Gilles Pialou aura à nous dire sur les querelles sectaires. Et la deuxième question que j'aurais, c'était est-ce que vous pourriez aussi nous dire si dans ces... Puisque vous avez expliqué que en fait la pluralité des positions et ce débat entre les différentes sectes médicales, c'était quelque chose qui en fait avait rendu la médecine dynamique et qu'à partir du moment où il y avait eu imposition d'une doctrine dominante, il y avait eu paralysie finalement de la médecine. Est-ce que dans ces débats et dans cette pluralité des voix, il y a des enjeux qui sont d'abord épistémologiques ou est-ce qu'il y a aussi une dimension plus pratique en fait dans ces discussions, ou des enjeux moraux ou sociaux? Voilà, oui, c'était ça ma question. Ouais. Alors, les sectes. Airesis, bon, les sectes chez nous, c'est franchement péjoratif. Quand on traite une religion, si vous voulez dire du mal du christianisme ou de l'islam, ou les traiter de secte, n'est-ce pas? C'était bon. D'ailleurs, la distinction entre religion et secte, c'est difficile à faire, mais elle existe. Hein, je veux dire, le christianisme n'est pas une secte. Bon. Chez nous, secte, ça fait gourou, ça fait pratique inavouable.
Bon. L'aérésis, ce n'est pas ça. L'aérésis, c'est un choix, c'est-à-dire le choix que je fais de rentrer dans une école ou dans une autre. Donc, en fait, secte, c'est l'école, c'est presque synonyme d'école. Pourquoi presque seulement? Parce que quand je dis secte et non pas école, j'insiste justement sur l'aspect polémique de la secte. La secte, c'est celle qui s'affirme contre les autres sectes. Si je suis aristotélicien, je vais combattre les stoïciens, les platoniciens, etc. Ça, c'est une secte. Et on emploie surtout d'ailleurs le mot secte pour les écoles médicales parce qu'il semble que c'est là que les combats étaient, les oppositions étaient les plus fortes pour une raison très simple, c'est que dans l'opposition des sectes médicales, il y a un enjeu pratique et social qui est évident, qui est absent dans les sectes philosophiques. Parce que, après tout, si vous pensez que le souverain bien s'accompagne du plaisir sensuel ou si vous pensez qu'il en est exempt, bon, c'est très important pour nous, mais il est beaucoup plus crucial de savoir si vous devez pratiquer une saignée ou pas quand vous êtes malade. Or, une secte médicale comme celle des Rasistrates conseillera la saignée, une secte médicale comme celle des empiriques la déconseillera fortement. Donc, secte, ça a un côté, c'est l'école dans le cas où on met l'accent sur l'aspect polémique de l'école. Votre deuxième question, c'est quoi déjà? C'était, est-ce que la dimension est essentiellement Oui, c'est épistémologique ça. dans le débat ou est-ce qu'il y a des enjeux Oui, pratiques, oui. moraux, Alors, la dimension, à mon avis, je vais encore dire du mal de Galien et des autres, la dimension est essentiellement, à mon avis, essentiellement sociale et pratique. C'est-à-dire que vous comprenez, quand vous avez des écoles médicales établies de longue date qui vivent des salaires versés par leurs étudiants, qui restent des années auprès des maîtres, etc. Puis voilà un zigoto qui vient vous dire on peut devenir médecin en 6 mois et l'anatomie, c'est pas la peine, etc. Donc, si vous voulez, il y a eu une levée de bouclier contre ces écoles sceptiques et le retour à une pratique plus classique. Je crois que l'aspect socio-pratique est fondamental dans cette affaire. Parce que si vous voulez, Galien, bon, c'est un dogmatique d'une certaine manière, mais comme il est éclectique, il a intégré bon, les aspects épistémologiques de toutes les sectes. Donc c'est avant tout, c'est avant tout pratique. Alors j'ai pas dit un mot j'ai rien dit de la période qui s'étend après Galien, qui est la période des comment on dit déjà, des nosographies. C'est-à-dire que la médecine devient et deviendra jusqu'au XVIIIe siècle un ensemble de nosographies. Vous connaissez le DSM, je suppose, un certain nombre d'entre vous, le Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Vous savez, c'est cette espèce de comment on appelle, de manuel de psychiatrie actuelle qui est fait par les Américains. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'entités nosologiques qui se caractérisent par un syndrome, comme on dit, c'est-à-dire un ensemble de symptômes. Alors, si vous êtes indifférent à la réalité, si vous avez des délires de grandeur, si vous avez des douleurs inexpliquées, etc., vous serez un paranoïaque de type 1. Si vous avez ça, mais en plus, je ne sais pas quoi, des tendances perverses, vous serez un paranoïaque de type 2. Si vous manque un truc, vous serez un paranoïaque à 25% ou à 75%. Bon. C'est ça la médecine après Galien, c'est-à-dire que si vous avez tel et tel symptôme, vous avez une pleurissis. Si vous avez une telle ou tel symptôme, vous avez une pneumonie de type 1, bon, etc. Vous voyez ? Et la médecine, là, a perdu toute envie de recherche à la fois clinique et biologique. Et ça va durer jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, si vous voulez, la médecine, après Galien, qui a été une sorte de récollection de toute la médecine antérieure, qu'il a mis qu'il a
unifié dans un système médical humoral éclectique, vous avez une sorte de sclérose de la médecine qui se contente d'appliquer face aux malades, de regarder dans un manuel les différents symptômes et de décider, voilà telle maladie, et donc il faut tel remède. Voilà, c'est tout ce que je peux répondre pour l'instant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre Pellegrin. Julien Devinant a levé une petite main. Oui. Je la baisse. Oui, bonjour. Merci. J'ai deux questions ou une double question qui touche aussi à cette question de la dimension pratique ou sociale de la distinction dont on vient de parler. Oui. Si je comprends bien, vous faites de l'opposition entre dogmatisme et empirisme une opposition structurelle ou fondamentale dans l'histoire de la médecine antique, dans l'idée donc qu'elle recouvre en réalité une forme d'opposition entre disciplines, une opposition entre biologie d'un côté ou sciences biologiques d'un côté et médecine à proprement parler de l'autre. Donc, dans cette idée-là, la question que je me pose est de savoir comment est-ce que cela rejoint l'opposition. Est-ce que puisqu'on a affaire pour cette distinction entre sectes à une distinction de type disciplinaire, qu'est-ce qui distingue la médecine d'autres disciplines qui ont affaire avec la santé? Et je pense donc à tout ce qui peut être, ce qui est désigné actuellement comme médecine alternative ou médecine traditionnelle. En quoi dogmatistes et empiristes sont-ils toujours des médecins et qu'est-ce qui les distingue donc des autres disciplines de santé dans l'Antiquité? Et donc, lié à cette question-là, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous diriez de la notion de marché médical qui est chère à Viviane Newton, et pensez-vous qu'elle est applicable pour l'Antiquité, et comment est-ce que vous pourriez développer sur cette question aussi pour nos éditeurs? Alors, d'abord, premièrement, comme je le disais tout à l'heure, les dogmatiques ne se sont jamais dits dogmatiques. C'est les autres qui sont dogmatiques. Hein. Donc, il n'y a pas de secte dogmatique, alors que les empiriques acceptent d'être membres de la secte empirique et les méthodistes acceptent d'être membres de la secte méthodique. Il y a aussi d'autres sectes plus évanescentes dont je n'ai pas parlé, par exemple la secte pneumatique, il y a eu ça, qui n'a pas duré longtemps. Bon. Il y a ça en premier. Pour ce qui est des disciplines concernant la santé autres que la médecine, vous ne parlez pas, n'est-ce pas, de l'art vétérinaire. Hein, vous parlez de... Je parle des autres pratiques de guérison, pratiques qu'on dirait magico-religieuses. Magico-religieuses, oui. Bon, vous savez, c'est ce que je disais tout à l'heure, comme le remarquable développement théorique de la médecine hippocratique puis post-hippocratique avait finalement non pas peu de retombées thérapeutiques, mais aucune en gros. Les gens ont continué à aller dormir dans les temples pour que pendant leur sommeil, le dieu leur dise s'il fallait qu'ils fassent une phlébotomie ou pas. C'est un fait que pas jusqu'à la fin de l'Antiquité, jusqu'au XVIIIe siècle, les rebouteux et tout ça ont toujours eu accès aux malades qui de toute façon avaient une confiance limitée dans les médecins. Je pense que quand des gens étaient malades, d'ailleurs c'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi, c'est ce qu'a fait Mitterrand hein, quand il a eu son cancer. Il s'est fait traiter à la fois par des médecins, opérés, et puis il a pris des médecines parallèles secrètes, je ne sais plus comment ça s'appelle, ouais, puisque Mitterrand consultait une voyante, comme vous savez. Et je pense que les gens dans l'Antiquité, jusqu'à la fin du Moyen-Âge, jusqu'à l'époque moderne, ont fait jouer la concurrence en consultant des médecins comme Galien et en ayant recours à des
ce que nous appelons des charlatans, des guérisseurs, des rebouteux, etc., sans aucune pudeur. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a des gens qui font ça, comme je le disais. Ouais. D'où la hargne des médecins constitués contre ces gens, quoi. Il y a pas de, Galien n'a pas de mots assez durs pour parler de rebouteux, etc. Vous savez, les chirurgiens ont été maintenus jusqu'au XVIIIe siècle dans la congrégation, on ne dit pas congrégation, on dit là des barbiers. On les a reconnus médecins que grâce au fameux Laperoni, le chirurgien de Louis XV, qui a donné son nom à une maladie masculine bien désagréable. Tous ces gens-là, les médecins, ont essayé de maintenir tous les autres en dehors de la médecine. C'est pourquoi, et Molière l'avait bien vu, c'est pourquoi ils parlent latin, qu'ils ont des systèmes qu'on met très longtemps à apprendre. Mais les gens n'étaient pas dupes. Du point de vue thérapeutique, ils étaient... peut-être qu'il valait mieux... Vous savez, pour un accouchement, par exemple, qui n'est pas une maladie, bien entendu, la grossesse n'est pas une maladie, il valait certainement mieux aller voir une sage-femme expérimentée que d'aller voir un médecin formé par le gynécologue Soranos, qui avait certes décrit ce que c'est que l'utérus, certes décrit les positions du fœtus, mais qui, du point de vue pratique, était certainement moins efficace qu'une bonne sage-femme formée par sa maman, laquelle était formée par sa maman, etc. Je ne sais pas si à l'époque actuelle, on n'est pas en train de revenir à une sorte... Je crois que l'âge d'or de la médecine, où une grande partie de la population avait une confiance inébranlable dans la médecine, est derrière nous. Moi, je crois que la médecine est... Vous voyez, dans l'histoire du Covid, je veux dire, les médecins qui se sont précipités à proposer de manière définitive et dogmatique leurs explications qui se sont révélées contradictoires et fausses. Ça a beaucoup, beaucoup miné la confiance du public dans les médecins. Ça, je l'ai vu autour de moi. Et on s'en rend compte quand on lit le livre que j'ai beaucoup aimé de Gilles Pialou. N'est-ce pas? Lui, il fait au moins, il dit on ne sait pas, c'est provisoire, on avance, etc. Mais combien, pendant la crise du Covid, se sont déclarés « Ah, les enfants ne sont pas contagieux. » Si, ils sont contagieux. Je crois que la grande confiance dans la médecine, que j'ai connue moi quand j'étais jeune, est en train de... Enfin, est derrière nous, va être reconquise, hein, sans doute, parce qu'on va bien voir que l'hydrochloroquine, c'est bien gentil, mais ça soigne éventuellement le palu, mais pas le Covid. Hein, parce que moi, j'en ai pris quand j'étais jeune, l'hydrochloroquine, quand j'étais en Afrique. Donc, c'est tout ce que je peux répondre pour l'instant. Merci beaucoup, Pierre Pellegrin. Je me permets de revenir sur cette... J'ai vu que Claire Cagnon avait une question. Et je me permets de revenir sur, sur la question de Julien Devinant. Parce que c'est vrai qu'une des thèses de votre communication, Pierre Pellegrin, a été de dire que s'il y a de l'orthodoxie ou du dogmatisme, il vient forcément de la biologie et de la physiologie, tandis que la médecine clinique se situe toujours du côté de l'empirisme, est toujours un facteur d'empirisme. Il n'y a jamais inversement, il n'y a jamais de dogmatisme spécifiquement médical. Mais si, c'est quand la médecine sort de son domaine médical. Et un dogmatisme spécifiquement médical et qui ne serait pas dû à la science biologique ou à la science physiologique. Ah, ben, c'est évident. Quand vous voulez absolument, devant un malade, absolument expliquer son état par des transferts humoraux, vous êtes un dogmatique médical et vous vous plantez, comme on dit vulgairement. Oui, bien sûr qu'il y a un dogmatisme médical. Attendez, il y a monsieur Devinant, là, je n'ai pas répondu sur ce que vous avez dit sur Vivian Newton. Je crois qu'il y a, comment il dit, un milieu... Le marché médical. Comment? Sur le marché médical. Le marché médical. Alors, comme j'ai essayé de le montrer, du temps de Galien, ça existe. Ça existe certainement. Hein. Vous savez comment, dès le début, dans la Grèce, dès le IVe siècle avant Jésus-Christ, dès le 5e siècle avant Jésus-Christ même, il y a eu cette institution de ce qu'on appelait les médecins publics dans les cités. C'est-à-dire que les
les cités entretenaient des médecins qu'elles payaient, des médecins, l'équivalent de nos médecins dans les hôpitaux publics. Bon. Et alors, ces gens-là étaient recrutés sur concours, le concours étant la réponse à des questions devant l'assemblée du peuple, c'est-à-dire devant des gens qui n'étaient pas des spécialistes. Ils devaient convaincre des gens qui n'étaient pas des spécialistes qu'ils étaient meilleurs que le voisin. Moi, ça a donné dans la collection hippocratique des traités comme le traité des vents, n'est-ce pas, ou le traité Péritechnès de la technique, etc., bon, où les gens disaient, moi j'explique toutes les maladies par la circulation de l'air à travers le corps. Et j'ai eu tellement de succès thérapeutique que vous feriez bien de m'enrôler, vous, la cité d'Athènes ou de Sparte, comme médecin civique, comme médecin public. Voilà. Donc, cette histoire, cette notion de marché médical existe de toute l'Antiquité, et il existe d'autant plus qu'il existe dans une atmosphère d'opposition, d'abord entre médecins de formation dans des centres différents, et ensuite entre médecins de sectes différentes. L'atmosphère sectaire de la médecine a produit presque automatiquement une sorte de marché médical où chacun essaye de pousser ses pions et de montrer qu'il est meilleur que le voisin. Hein. Et Newton a raison. Il dit ça d'ailleurs, Newton, non? Il dit que oui, je crois. Hein. Oui. Merci beaucoup. Claire, tu avais une question? On ne t'entend pas. C'était juste pour revenir un tout petit instant sur cette question de la défiance à l'égard de la médecine, parce que en fait, elle est très ancienne. Donc, quand Pierre, vous disiez que la confiance qu'on pouvait avoir dans la médecine était derrière nous, enfin, j'ai l'impression que finalement, la période de confiance, elle est très restreinte et que, oui. et que la défiance, en fait, a toujours été la règle, jusqu'au moment où on a perdu de vue le fait que, enfin, le fait que l'incertitude est consubstantielle à la médecine et que ça, c'était, enfin, voilà, c'était quand même un point qui faisait l'objet de traités entiers au XIXe siècle, quand on pense au texte de Cabanis sur l'incertitude de la médecine. Au texte de qui? De Cabanis, de Cabanis. Ah oui, de Cabanis, oui. Ouais. Et puis, Oui. si on lit, je sais pas, pendant la période de la Renaissance, Agrippa de Nettesheim, sur l'incertitude et la vanité des sciences, il y a quand même tout un chapitre sur la médecine qui, alors là, en termes de défiance, est très, très virulent. Enfin, en tout cas, c'est... Oui, mais enfin, Agrippa, c'est un médecin à la manque quand même. Hein. Il faut bien Oui, voir une chose, c'est un médecin avant la médecine. Non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que la confiance presque absolue dans la médecine, ça a duré 30 ans. Ça a duré de 1950 à 1980. c'est ça. Vous savez, l'autre jour, j'ai eu une de mes amies qui me rappelait que il y avait eu une période bénie, surtout pour les femmes. C'est les 10 ans pendant lesquels les femmes ont eu accès à une contraception efficace et où dans nos pays développés, les maladies infectieuses n'existaient plus. C'est-à-dire que quand une femme avait des rapports sexuels avec un inconnu, elle ne risquait pas de grossesse malvenue et à la limite, si la contraception ne marchait pas, il y avait l'avortement, et elle risquait au plus une piqûre d'antibiotiques, de pénicilline, si elle attrapait une blénorragie ou la syphilis. Et donc, ça a été cette période bénie de l'explosion de la liberté sexuelle dans les années Baba Cool. La confiance dans la médecine, ça commence un peu avant et ça finit un peu après. Bon, cette période bénie est finie avec le sida et elle a pu commencer que quand on a eu une contraception efficace. Je vous dis, ça a duré 15 ans. Et la confiance en la médecine, moi, d'après ce que j'ai vécu dans ma vie, je vois les gens ont une confiance absolue dans ce que disait le docteur. Le docteur dit ça à partir de 1950 jusqu'en 1980, en gros. Et ça sera reconquis un jour, parce que, écoutez, qu'est-ce qu'il y a de mieux que la médecine quand on est malade? C'est pas les médecines alternatives. Enfin, les médecines alternatives, l'homéopathie, ça, c'est très bien tant que vous n'êtes pas malade. Vous n'êtes pas malade, c'est très bien.
quand on est malade, il vaut quand même mieux aller voir M. Pialou que d'aller voir un rebouteux. Je crois. Ça sera reconquis, mais ça a été perdu. Enfin, je ne sais pas, ça c'est personnel, hein, c'est une impression personnelle que je tire de ma vie, de mon expérience de la vie. Vous n'allez peut-être pas être d'accord, vous qui êtes plus jeune que moi, peut-être que... Enfin, voilà. Je voulais dire un mot, je peux? Oui, je vous... Alors, je fais Zoom quasiment toute la journée et je n'ai toujours pas trouvé où était la main pour la lever artificiellement, mais c'est pas grave. Si vous allez, Gilles, dans Réaction, vous cliquez sur Réaction et là, vous trouvez des... Ah, le pouce? Ouais, non. Et là, vous avez des signes et en dessous, vous avez levé la main. Ben oui, c'est ça que je ne vois pas, moi. C'est quoi la main? Enfin, moi, je ne sais pas. C'est une discussion qu'on a eue récemment sur une session Zoom. Il y a des problèmes sur certaines versions de Zoom. Et moi, j'ai que applaudir. La main a disparu sur certaines versions de Zoom. Voilà, quelle tristesse. Voilà. Donc, du coup, je prends la parole. Oui, non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Claire, ce qui a été dit sur la crise Covid et sur l'impact sur... Oui. Je ne crois pas que c'est aggravé la crise de la médecine ou la crise du soin ou le rapport soignant-soigné. Enfin, de mon expérience, et puis comme je suis des patients qui ont des maladies chroniques, essentiellement le VIH, les hépatites et tout ça, on peut tester. Alors, ça n'a pas de valeur scientifique. Je crois vraiment, je vais le dire, mais là, c'est un peu en dehors de mon topo, c'est une crise de la parole scientifique, de la crédibilité scientifique, du rapport entre le scientifique et le politique, le rapport entre le scientifique et les médias. C'est ça qui s'est aggravé. Je n'ai pas l'impression, alors peut-être qu'il y aura un effet rebond, si je puis dire, sur la qualité de la relation soignant-soigné, mais vraiment, on est dans une crise de la science. Et quand je dis de la science, ça va des sciences dures aux sciences sociales, à l'épistémologie, et puis aussi à la science de la prévention, quoi. On voit bien le discours actuellement sur enlever le masque parce qu'il y a le vaccin. Enfin, on n'est pas dans le soin, même s'il y a eu l'hydroxychloroquine. Je crois vraiment que c'est une crise de la parole scientifique. Peut-être, oui. C'est un petit peu différent de la confiance des médecins. Mais vous ne croyez pas quand même que les explications précipitées des médecins sur le Covid a un peu sapé la confiance que le public avait en eux, non? Et regardez aussi, le politique fait semblant de s'appuyer sur la médecine. En fait, il prend des décisions qui sont aberrantes aux yeux des médecins, non? Oui, c'est une crise de la relation. C'est une crise de la relation politique très claire. Et effectivement, on a un historique dans la crise du Covid où il faut voir le président Macron, la première vague, c'est je m'appuie sur le discours scientifique, sur les vrais sachants. Et puis, après, deuxième, c'est je prends l'information des scientifiques et je fais le tri. Et la troisième vague, c'est je passe outre les avis du conseil scientifique et l'avis scientifique. Et ça, c'est un rapport au politique. Je ne crois pas que ça affecte le rapport singulier avec le malade. Voilà. Mais c'est une hypothèse. On se retrouvera dans un an pour faire le point. C'est possible. Mais vous croyez qu'en 1970, un homme politique, un président, s'il avait eu un avis quasi unanime d'un collège de médecins éminents, aurait pu passer outre à leur avis et dire non, finalement, je déconfine alors que vous me conseillez de confiner, etc. Je ne vois pas ça dans les années 70, je vois ça aujourd'hui. Oui, parce que dans les années 70, on gérait d'autres maladies, on était avant le sida et surtout, on n'était pas dans cette immédiateté et puis dans cette... Bien sûr. On est dans une crise sociale, économique, et vous avez vu comment l'économique a été opposée au sanitaire, comment on a opposé le sanitaire aux libertés individuelles, les libertés individuelles aux politiques, et finalement, tous les pays européens ont été pris dans quelque chose qui a complètement dépassé le cadre de la santé. Donc, finalement, le scientifique, enfin le médical et le scientifique est devenu marginal, c'est-à-dire, et on voit dans le débat actuel, c'est devenu secondaire, alors que ça reste quand même globalement une pandémie, quoi. Écoutez, je crois que vous dites mieux que moi ce que je voulais dire, en fait. Oui, ça a été marginalisé, oui, c'est vrai. Alors que la science se développe, est beaucoup plus performante, c'était marginalisé dans le débat, oui, d'accord. C'est ce que disent en off les membres du conseil scientifique avec qui j'échange. Hein. Et j'ai échangé ce matin encore dans un think tank, ils sont dépités. On s'est écarté un peu des sectes, mais encore que... Merci beaucoup. On va s'arrêter là pour la première partie de ce séminaire. Merci beaucoup, Pierre Pellegrin.
De rien.